Le débat africain, Alain Foucault. Sadio Mané, Mohamed Salah, Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang, Cédric Bakambu, Idrissa Gueye, Riyad Mahrez, des noms connus de tous les passionnés du ballon rond de la planète. Et ce n'est pas tout, puisque l'ombre de certains plante encore sur les championnats internationaux. Samuel Eto'o, Didier Drogba et autres, Roger Mila, Abedi Pelé. Depuis plusieurs décennies, les footballeurs africains brillent, occupent une place importante dans tous les championnats européens. Ils sont dans tous les grands clubs et ont une valeur marchande de plus en plus importante. 80 millions d'euros de transfert de Nicolas Pepe pour rejoindre les Gunners d'Arsenal. Mais dans le même temps, comment expliquer qu'aucune formation nationale africaine n'ait pu franchir les quarts de finale de la Coupe du Monde? Qu'est-ce qui explique que l'Afrique soit dans ce domaine-là aussi, comme dans les mines, un simple fournisseur de matières premières dont seuls les autres encore du Nord profitent vraiment? Avec un tel potentiel humain, qu'est-ce qui empêche que le continent puisse un jour remporter le prestigieux trophée? Pourquoi les championnats locaux sont-ils de si piètre qualité et ne drainent pas les foules dans une sphère où le football est pourtant roi? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré au bilan et à l'avenir du football africain. Avec plusieurs invités dans ce studio 51 de RFI à Issy-les-Moulineaux, des responsables de la CAF et des fédérations africaines. D'abord, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, Congo-RDC bien sûr. Constant Omari est également premier vice-président de la CAF, la Confédération africaine de football. Bonjour Constant Omari. Bonjour Alain. Merci d'être là. Merci d'avoir effectué le voyage pour être ici dans ce studio. Second invité de ce studio, Tarek Najeb, le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football. Bonjour Monsieur Tarek Najeb. Bonjour Alain. Et merci aussi d'avoir effectué le voyage puisque vous êtes arrivé hier soir. Je vous en prie. Notre troisième invité est M. Philippe Doucet, parisien, journaliste sportif de renom, connaisseur du football africain que l'on retrouve toutes les semaines sur les antennes de Canal+. Bonjour Philippe Doucet. Bonjour Monsieur Alain. Le monsieur, j'aime bien. Et puis, on ne devait pas avoir dans ce studio J. Rémy. On ne devait pas avoir dans ce studio J. Rémy Ngono, mais au dernier moment, on se dit pourquoi pas. J. Rémy Ngono, qui est très connu de nos auditeurs, puisqu'il est sur nos antennes régulièrement, journaliste sportif. Bonjour J. Rémy Ngono. Bonjour Alain, et comme bien évidemment, vous savez que le titulaire Bonjour, peut être blessé et puis le remplaçant vient faire le match. Le colonel-major Djibril Lahima, plus connu sous le pseudo de Pelé, le président de la Fédération nigérienne de football, devait être également avec nous sur ce plateau. Mais il a dû repartir d'urgence hier à Niamey en raison de la situation dramatique que connaît l'armée du Niger en ce moment, avec les attaques des djihadistes sur certains camps militaires. Une pensée pour ces victimes. Alors Constant Omari, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous étiez encore ensemble hier en inspection à Yaoundé au Cameroun pour vous assurer que les travaux pour la CAN de l'année prochaine avançaient. Vous avez même modifié la date du tournoi que vous avez ramené à janvier prochain, je crois, janvier 2021. Est-ce que les choses avancent là-bas? Se tiendra-t-elle au Cameroun? Y aura-t-il cette fois-ci aussi un glissement de pays? Mettez un terme au suspense des Camerounais qui n'en peuvent plus. Ça se jouera ou pas au Cameroun, cette CAN? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Permettre aux uns aux autres de comprendre un peu les réalités du football africain. Hier, nous avons tenu effectivement une grande réunion et à l'issue de cette réunion, le président de la CAF a fait une déclaration pour réaffirmer que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aura bel et bien lieu au Cameroun. J'ai conduit la dernière mission d'inspection. Nous avions fait Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua. Déjà, il y a presque 10 mois, 11 mois, les travaux avaient fortement avancé. En ce qui concerne les infrastructures principales, notamment les stades. Les stades, pratiquement 99%, tout est prêt. 99%? 80%, les 19%. Oui. Je parle des infrastructures, les stades. Le stade, oui. Donc, maintenant, le problème qui restait sont des travaux liés aux accès vers le stade. Les routes. Les routes. Quand je vois Douala, on est en train d'élargir la route. Mais déjà, quand nous étions là, la pluviométrie ne permettait pas à ce que le chronogramme des travaux puisse être respecté scrupuleusement. Et du côté de Garoua, c'était la même situation. Sauf qu'à Garoua, il y avait aussi l'hôtel, le grand hôtel en construction, je crois, 4-5 minutes de l'aéroport qui devait être finalisé. À Yaoundé, le grand stade,
C'est un problème aussi de voies d'accès qu'on est en train d'aménager. Et à Yaoundé, il y avait aussi le boulevard qui partait de l'aéroport, qui est en pleine construction, qui a beaucoup avancé. Et nous pensons qu'en termes d'avancement, nous avons la certitude que les choses évoluent très bien. Donc on peut dire qu'il n'y aura plus de glissement de quoi que ce soit ce coup-ci, à part la date qui a glissé Il n'y a pas de plan B, c'est le Cameroun qui va organiser cette compétition. Certain, ce coup-ci. Parce qu'on a entendu dire, avant votre visite, qu'il y en avait quelques-uns qui étaient en train de se préparer. Non, c'est très faux. D'ailleurs, on a fait un démenti. Le président de la CAF a apporté un démenti formel. La CAF n'a jamais pris contact avec n'importe autre pays ou une autre fédération pour le 2021. Vraiment? On n'a jamais pris contact. Personne ne peut dire ici que la CAF l'a contacté pour un plan B 2021, jamais. Donc il n'y a pas de plan B. Quel que soit ce qui se passe, on jouera l'année prochaine. Je vous dis que je vous confirme que c'est le Cameroun qui va organiser la compétition en 2021. Même avec le changement de date, puisque initialement c'était pour juin, là ça revient à janvier. Même le changement de date, ça ne pose pas aucun problème. Ils sont d'accord là-dessus. Ils sont tout à fait d'accord. Et vous aussi. Nous avons même le président signé l'accord. Il a déjà signé l'accord. Le président de la CAF. La CAF et le gouvernement camerounais ont signé l'accord et la fédération. Hier. Je voyais Philippe qui avait envie de réagir quand il a entendu ça. Vous êtes d'accord avec ça? D'abord, c'est une grande nouvelle. On attend depuis longtemps que cette CAN se déroule dans cet immense pays de football qu'est le Cameroun. C'est évidemment la certitude d'avoir une très très belle CAN. Je pense d'ailleurs plus belle qu'en Égypte ou autre, même sans dévaloriser du tout. Je pense que oui, beaucoup plus que dans d'autres pays, parce que le Camerounais est tellement amoureux de foot. Je suis persuadé qu'il n'y ait pas l'équipe nationale à Bafoussam ou Garoua, ça me semblerait logique. Ce sont des petits stades, il est peu probable que le Cameroun joue là-bas, sauf vraiment s'ils sont deuxième ou troisième de leur groupe et qu'il faut se déplacer, mais ils iront. Mais c'est pas impossible. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Avec la nouvelle Formule A24, ça peut arriver. Mais globalement, c'est pas ce qui est prévu, bien évidemment. Mais malgré tout, je suis persuadé que dans des villes comme celle-là, je suis persuadé que les spectateurs sont tellement fondus de foot qu'ils vont y aller. Maintenant, j'écoute aussi Constant Omari d'une manière plus journalistique, en me disant, bon, je suis ravi que la CAF tout d'un coup soit certaine de la chose. Il me semblait qu'il y avait sûrement encore quelques étapes, peut-être d'ailleurs des réunions du comité exécutif pour l'affirmer définitivement. Et puis il y a encore sans doute, j'imagine, des visites jusqu'au bout pour être sûr et certain que ce sera bien au Cameroun quand même. Écoutez... Parce que là, vous parliez tout à l'heure des infrastructures, de la route, par exemple. Vous allez repartir. On a mis sur pied un comité bipartite, donc la CAF et le gouvernement camerounais, bien sûr, le comité d'organisation locale, qui va assurer le suivi, c'est-à-dire l'accompagnement, pour que les choses se passent. Alors, on a beaucoup parlé des hôtels, les structures d'accueil. Vous êtes penché dessus ou pas? Écoutez, lors de la visite, nous avons visité, quand j'ai conduit la délégation, nous avons visité tous les hôtels. Alors c'est suffisant? Ça pose aucun problème. Constant. Et d'ailleurs, vous connaissez aussi l'entrepreneuriat des privés camerounais. Il y en a beaucoup, au-delà de ce qui était prévu dans le cahier des charges, il y en a beaucoup déjà qui construisent et qui prévoient même des appartements type de colocation là, pour permettre à ce que les gens qui viendront puissent avoir. À un moment, on a dit que le Maroc était là à attendre si le Cameroun n'organisait pas. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous êtes dessus? Non. Tarek? Alors déjà, je dois vous dire que pour nous, des événements internationaux, des événements majeurs comme ça dans un pays africain, c'est un facteur de promotion et de développement. Ça permet au pays de développer ses capacités, son expertise. Nous, on a effectivement un petit peu d'avance dans ce secteur. Justement, vous comptiez dessus en disant si ça venait chez nous, ce serait réglé en un temps de mouvement. Il y a les deux cas. On est là pour c'est arrivé précédemment, on est là pour récupérer des événements quand il y a des difficultés, mais on est là aussi pour favoriser que l'événement se passe. Honnêtement, aujourd'hui, est-ce que ça vous arrange que la CAF dise bon, ce ne sera pas pour le Maroc? Encore une fois, si vous voulez faire le lien avec l'introduction que vous avez fait... On va revenir à ça. Non, parce que si vous faites le lien, c'est une bonne chose pour moi de décaler. J'ai entendu des polémiques tout à l'heure sur le changement de date. Oui, je pense que si vraiment il y a on a une meilleure CAN, on a la garantie d'avoir une meilleure CAN en janvier qu'en juillet, je pense que c'est tout à fait normal. Et ça vous arrange aussi. Je sais que le patron des polémistes écoute ça avec circonspection. J. En tant que Camerounais, tu devrais te réjouir quand même.
loin du chauvinisme outrancier ou du patriotisme béat qu'on voudrait nous injecter, je me dois d'abord d'être journaliste. Et en tant que journaliste, je regarde certaines choses avec beaucoup de recul. Parce que je me souviens que le 2 octobre 2018, le président de la CAF, c'est-à-dire que M. Ahmad, avec M. Constant Omari, bien à sa droite, était parti rencontrer le président Biya. Et justement là, M. Ahmad est venu s'être tapé le torse en nous disant que le Cameroun allait organiser la CAN. Entre-temps, le 10 août, donc avant Bien Ahmad, le 10 août 2017, M. Biya, président de la République, avait déclaré que la CAN 2019, c'est demain et le Cameroun sera prêt le jour 10. J'en prends engagement. Nous sommes en 2020. En 2020, M. Constant Omari, en off, me dit tout de suite, le Cameroun dans les stades est prêt à 95%. On lance le débat, il dit 99%, les stades. Du coup, quand nous allons avancer dans le débat, ce sera 100%. On ne va pas y passer Maintenant, est-ce que l'émission. c'est la réalité sur le terrain? Que non. Ce n'est pas la réalité. Pourquoi? Parce que, première des choses, quand on me parle de la capacité des stades, je regarde d'abord le stade selon les autorités camerounaises, c'est-à-dire que le stade de Paul Biya... J-point, ce n'était pas le sujet, on a les cours là, donc allons-y rapidement, on va aller sur le vrai sujet. Pour moi, lorsque vous regardez les infrastructures sportives, pour l'instant, ça patine, et quand on sait quand même que c'est depuis 2008 qu'on prépare cela, quand on regarde les infrastructures hospitalières, c'est-à-dire que par exemple, un joueur... les hôpitaux. Même les hôpitaux, par exemple. Lorsque vous regardez, par exemple, que le Cameroun actuellement est en train de traverser une crise parce qu'un avocat a eu un accident à Bafoussam, il fallait plutôt le transporter. Il a eu une fracture au niveau du bras à Bafoussam. Il a fallu le transporter à Yaoundé. Donc, le plateau médical du Cameroun, ce n'est qu'à Yaoundé ou Douala où on peut vous opérer. Deuxième des choses, quand on essaie de parler des accès, comment est-ce qu'on se déplace au Cameroun lorsqu'on sait que le Cameroun n'a ni autoroute, encore qu'aujourd'hui, l'accès même au stade est problématique. Bien, on va tourner la page puisqu'on alimentera les journaux dans les prochaines semaines avec ça. J'ai juste quelque chose à dire Oui. à mon frère. C'est la première fois d'ailleurs que je vous vois. Je vous suis souvent à la radio. C'est la première fois que je vous vois. C'est un choc. Hein. Non, ce n'est pas un choc. Moi, je pense qu'il faut mettre un terme à certains pessimismes. Il y a une Afrique qui avance, et quand vous l'analysez à partir de l'extérieur, peut-être vous ne vous rendez pas compte des réalités sur la situation des choses. Moi, je vous parle de réalité, ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce qu'une certaine presse, qu'elle soit d'une ligne éditoriale contre ou le pouvoir, peut raconter. Mais moi, je vous parle, je viens du Cameroun, je suis arrivé ce matin. Je viens du Cameroun, j'ai conduit une délégation, j'ai fait Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua. J'ai vu les réalisations et je peux vous dire que vous devez être fiers en tant que Camerounais d'avoir ce que moi j'ai vu comme infrastructure. Les pelouses que j'ai vues là, vous êtes parmi au jour d'aujourd'hui, c'est des pelouses standards, même Coupe du Monde, que le Cameroun va fournir, que j'ai vu moi. Donc je pense que vous devez être plutôt fier que d'être pessimiste. Alors parlons de notre sujet qui nous réunissait, puisqu'on a passé 10 minutes à parler de celui qui était hors du cadre. On devait parler de l'évolution du football africain. J'ai envie de poser la question de façon brutale, puisque c'est ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux lorsqu'on préparait cette émission. Les gens disent, on a des grands joueurs dans tous les grands clubs. Aujourd'hui, on aspire même à avoir le ballon d'or. Pourtant, on ne l'obtient toujours pas. Mais nos joueurs sont comptés parmi ceux-là. Qu'est-ce qui fait qu'avec ça, il n'y ait pas une seule formation africaine qui ait gagné une Coupe du Monde ou même franchi la demi-finale de la Coupe du Monde? Constant Omari. Je pense que quand il faut parler du développement du football en Afrique, c'est un tout. Il ne peut pas être distinct de l'évolution de l'économie du pays, de la société, de l'évolution culturelle, ainsi de suite, tout ça. Globalement, de l'évolution du développement d'un pays. Parce que du développement s'ensuit un certain mécanisme d'accompagnement, d'encadrement de la jeunesse, de mise à disposition des infrastructures, de disponibilisation en ce qui concerne, par exemple, le métier, le développement des métiers, tout ce qu'il y a comme législation pour pouvoir le permettre. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas honte de le reconnaître.
si les autres sont arrivés au niveau, parce que nous, l'Afrique, nous avons enregistré un retard civilisationnel par rapport à tous ces continents. C'est grave ce que vous dites, civilisationnel ou sur le football? Non, non, c'est très grave ce que vous venez de dire. Non, s'il vous plaît, je vais vous expliquer. Le paradigme de vision, le paradigme d'appréciation, de projection et d'étude d'une situation, il faut le reconnaître que nous sommes en arrière. Pourquoi? Quand les autorités européennes, ou parlons plus de l'Europe, parce que c'est là où, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est le top du football mondial aujourd'hui. Quand ils ont mis sur pied des mécanismes pour développer les différents secteurs de la vie nationale, sociale, sportive, ils avaient une vision. Ils savaient où ils allaient et ils avaient pris en compte le jeune, qu'il fallait lui donner toutes les dispositions, tout l'environnement pour qu'il puisse se promouvoir et développer ses aptitudes physiques et sportives, et même intellectuelles, ainsi de suite, tout ça là. C'est que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait. On ne peut pas parler aujourd'hui, le football c'est quoi? C'est une activité socio-culturelle. Ça fait partie de l'activité socio-culturelle d'un pays. Aujourd'hui, vous avez une économie en Europe. Vous avez une économie qui accompagne tout ce qu'il y a comme secteur et principalement ce que nous évoquons pour le moment, le sport. Il y a toute une économie qui accompagne cela. Mais en Afrique, on n'a pas encore cette économie. Qu'on ne se leurre pas. On ne peut pas aujourd'hui parler, quand vous prenez un club européen, je prends quelconque. Rapidement, parce qu'on doit vous répondre de ce que vous dites. Je prends Paris Saint-Germain aujourd'hui. Quand je vois le budget de Paris Saint-Germain par rapport au budget d'un club africain, c'est le jour et la nuit. Quand je vois le mécanisme... Est-ce que c'est à cela qu'on dit qu'on est en retard? Est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'il n'y a pas eu une volonté politique à un moment donné de structurer cela? Là, j'ai envie de m'adresser à Tarek, qui vous regarde également avec curiosité. Oui, vous avez parlé de beaucoup de points. Vous avez déjà évoqué pourquoi on n'est pas en demi-finale en Coupe du Monde. Ce genre d'objectifs, c'est des objectifs un petit peu... On est quand même dans le domaine du football. Et la chose la plus rationalisable, c'est la progression, la stabilité, la progression des résultats. Là, il se trouve que l'Europe avance très vite. Vraiment très vite. Vous voyez, les dernières Coupes du Monde, c'est les Européens qui sont toujours au bout. Et nous, il est temps pour nous en Afrique d'avancer. Nous avons les constats. C'est-à-dire que nous avons un pays, en Afrique, nous avons un réservoir de talents qui est reconnu. Nous avons une population jeune, c'est 500 millions de jeunes, c'est la moitié de la population qui est jeune, des talents, et c'est vraiment un vecteur de développement avec une dimension sociale qu'il faut creuser. Et là, nous avons, nous déjà, au niveau de la Fédération royale marocaine, on a cette vision qu'on essaie de partager au niveau de la CAF, c'est qu'il faut d'abord les infrastructures. On a un gros déficit d'infrastructures parce que ça c'est le fondement. Mais là, il mettait le doigt sur quelque chose en disant c'est civilisationnel. Vous partagez ce point de vue-là? Non. Là, je dis que nous avons les moyens il faut déjà faire le diagnostic, se rendre compte de ce qu'il faut faire pour rattraper un petit peu l'avance européenne, entre guillemets. Il y a une vraie avance, ça c'est clair. Oui, il y a une vraie avance. Alors si on s'occupe d'abord déjà de développer les infrastructures, et ça, Infantino récemment a parlé de ce secteur-là comme un pilier qu'il allait fournir une aide en Afrique. On va en parler dans la seconde partie, mais j'ai envie qu'on fasse un constat. Il y a aussi un état des lieux. L'état des lieux. Et donc, je disais infrastructure et encadrement aussi. Parce qu'il y a l'infrastructure d'abord et l'encadrement aussi. Et ensuite, il y a tous les systèmes de gouvernance qu'il faut améliorer, etc., pour justement être à niveau de garantir, par exemple, sur les 5 Africains qui partent, il y en a 2 qui arrivent en quart. On parle de résultats une fois qu'on a les bases d'une structure cohérente. Philippe Doucet? Oui, ce que j'entends a évidemment du sens. Il y a évidemment un rapport avec le développement global des pays. On le voit bien d'ailleurs en Afrique, il y a une énorme différence entre ce que fait le Maroc par exemple. J'ai visité leur centre national qui est à mon avis mieux que Clairefontaine. C'est l'un des plus beaux au monde en tout cas. Il est à mon avis supérieur à ce qu'il y a à Clairefontaine, donc qui est le centre peut-être un des plus connus au monde, parce que la France est un pays très formateur, qu'elle a été
championne du monde, etc. Donc c'est un peu un symbole. Aujourd'hui, le centre national, je ne sais plus son nom, à Rabat, voilà, complexe Mohamed VI, est à mon avis supérieur. Si vous allez au FUS Rabat, ça travaille de remarquablement en termes de formation, etc. Donc on est évidemment capable sur le territoire national, international africain, de faire du travail de très bonne qualité. Il y a des très bons centres de formation au Sénégal, comme Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur ou Diambar, etc. Il y en a éparpillés un peu dans certains pays. Donc il y a cette capacité de... Après, effectivement, le développement économique fait que c'est pas partout, que ça dépend de la qualité humaine. Il y a des moyens financiers, mais il y a aussi la qualité humaine qui rentre énormément en ligne de compte. Et il y a ça d'un côté. Et puis, il y a le constat qu'on peut faire sur les résultats purs des équipes nationales. Si on est sur une base de joueurs qui sont formés, si on se base uniquement sur ce qui est formé en Afrique, Mané, Salah, à l'heure actuelle, ce sont deux joueurs formés en Afrique qui performent. Mais on va avoir dans beaucoup de pays quand même beaucoup qui sont formés en Europe et autres. Et pas assez qui sont formés en Afrique. Et il faudra gagner sur ce terrain-là pour aller plus loin. Parce que si on regarde sur les dernières éditions de la Coupe du Monde, je finis juste sur ce constat-là, les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde sont sans doute parmi les plus grosses déceptions que j'ai eues sur le foot africain. Absolument. Même 2014, où on avait quand même deux pays en huitième de finale, malgré tout, si vous regardez... C'était moyen. C'est 15 points, c'est 15 points sur 17 matchs. La dernière Coupe du Monde, c'est 15 points sur 15 matchs. C'est-à-dire qu'on est à 1 point par match pour les équipes africaines. Donc on peut se qualifier petitement, mais on n'est pas sur une lancée comme on était dans les années 90, où on se disait par exemple le Nigeria, le Cameroun, vous avez raison, le Nigeria, puis le Sénégal. On avait l'impression que demain, ça y est, on allait aller en demi-finale au moins, quoi. Alors on a perdu beaucoup de temps dans la première partie en parlant d'autre chose. Donc je reposerai la question dans la seconde partie, puisqu'on arrive au terme de la première partie du débat africain. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Pour la suite, on parlera d'avenir du football africain. Restez à l'écoute. Le débat africain, Alain Foucault. Je veux porter le football africain au sommet du monde. Ces propos sont ceux du président de la FIFA, la Fédération internationale de football. Même si le continent compte des talents, des joueurs de très haut niveau dans tous les grands clubs du monde, peut-il permettre aux équipes nationales de remporter la Coupe du Monde? Est-ce avec la Ligue qu'il souhaite créer pour réaliser cet objectif qu'il va y parvenir? Et la CAF dans tout cela, que fait-elle? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au bilan et à l'avenir du football. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, Congo-Kinshasa bien sûr. Constant Omari est également premier vice-président de la CAF, la Confédération africaine de football. Second invité dans ce studio, Tariq Najeb, le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football. Notre troisième invité est M. Philippe Doucet, journaliste sportif de renom, connaisseur du football africain, que l'on retrouve toutes les semaines sur les antennes de Canal+. Dernier invité et pas des moindres, J. Rebingonon, journaliste sportif, que l'on retrouve régulièrement dans Radio Foot International et qui a un site web qui marche plutôt bien. Merci d'être là. Alors, on a terminé la première partie de ce magazine en évoquant justement le fait que qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne remporte jamais de Coupe du Monde. Avant de passer à autre chose, parce que dans cette seconde partie, j'ai envie qu'on soit prospectif, que l'on regarde vers l'avenir. Je vais donner la parole, J. Pas longtemps. Pour vous, c'est quoi l'explication? Pourquoi on ne gagne pas de Coupe du Monde? C'est civilisationnel, comme a dit Constant Omari? Non, il y a un proverbe africain qui dit « Vous ne pouvez pas avoir des moutons sans d'abord construire l'enclos. » Il se trouve que aujourd'hui, les dirigeants africains sont hyper myopes et refusent totalement à se projeter. Parce que si vous ne pouvez pas jardiner, c'est-à-dire vos championnats, votre football, dès le début, si vous ne pouvez pas le biberonner, ça ne peut pas aller. Vous parlé tout de suite des lions indomptables. Vous vous rendez quand même compte que dans les années 80, 82, lorsqu'on rencontre l'Italie, qui devrait être champion du monde, Coupe du Monde Espagne 1982. C'est des joueurs pratiquement qui évoluent au pays. Tout le monde connaît le Rix,
À l'époque, le Canon de Yaoundé, le Tonnerre de Yaoundé, le Vita Club et tout, c'était des grands clubs européens. Le TP Mazembe. Et on devrait vous dire, à l'époque, lorsque ces équipes-là jouaient, c'est-à-dire que le Zaïre rencontrait le Cameroun, c'était au stade, par exemple, à Garoua, Rumdje, et il y avait déjà la pelouse synthétique. La pelouse synthétique est arrivée à Nancy en 2003. Mais au Cameroun, il y en avait déjà. Et il y en avait à Kinshasa. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur des champs de patates. Et on attend que Infantino vienne, comme à l'époque coloniale, nous dire, attendez, les enfants, je vais vous aider. On va organiser ça pour vous. Pour organiser ça pour vous. Donc je dis qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes plongés dans l'amateurisme lourdeau. Des championnats africains qui ne sont pas organisés, les fédérations où il y a des kleptomanes, et il y a des bandes de souris qui sont dans le grenier d'arachide et qui sont là uniquement pour prendre des choses. Et arrivé à cela, une chose, c'est que longtemps aussi, la Confédération africaine de football n'a pas eu à taper le pied dans la fourmilière, d'autant plus que le fait de Duro aussi au pouvoir, comme Ayatollah fait, ça fait que c'est devenu le football camerounais et le football africain sont devenus un peu cadavériques. Donc pour actuellement se réveiller, j'ai bien apprécié, par exemple, M. Ahmad Ahmad, qui a dit « trêve à l'amateurisme ». Si quelqu'un ne peut pas organiser une CAN, nous retirons. Donc nous exigeons cela. Cela veut dire qu'il met au moins la barre assez haute. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas, et c'est pour ça que je m'oppose d'ailleurs à ce qu'il y ait beaucoup de flexibilité par rapport à leurs paramètres, à leurs exigences. Eh bien l'Afrique, aujourd'hui, dépasse, lorsqu'on essaie de regarder le Qatar au niveau de la superficie, au niveau de la richesse, comment est-ce qu'on ne peut pas organiser une Coupe du Monde? Commençons par créer les infrastructures et tout ira. C'est un peu ce que le Maroc est en train de faire en ce moment. Lorsqu'on arrive au Maroc, il y a des infrastructures de plus en plus. Tout à fait, mais le président, M. Larja, a dit, juste après le dernier comité exécutif de la CAF, a justement rappelé ces trois principes que j'ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord les infrastructures, ensuite l'encadrement et la gouvernance. C'est des choses qui, au niveau de la CAF, doivent... Et pour répondre à votre question, vous avez dit... des moyens économiques, etc. Il y a aussi, parce que pour accompagner tout ce développement en infrastructure, il faut aussi augmenter les ressources, optimiser les ressources et les mettre au service du développement. Au niveau de la CAF, c'est ce qu'ils essayent de faire justement en changeant les formats des compétitions, en augmentant par exemple la CAN à 24 équipes. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent de commercialiser plus, et d'aller dans donc je vous rejoins tout à fait quand vous dites que le point de départ, c'est l'infrastructure. Alors, les infrastructures, on va prendre les choses dans l'ordre. On va prendre les choses dans l'ordre. Nous avons fait à notre niveau déjà. Alors, la fêtière la plus importante, c'est la CAF. La CAF est l'organe qui organise tout ça, l'organe qui coiffe tout ceci. On a le sentiment qu'on infantilise un peu la CAF, non, lorsque quelqu'un vient dire « Bon, maintenant, on va vous mettre un peu sous tutelle. Déjà, vous n'avez pas un statut. » Comment on peut expliquer qu'après tant d'années, la CAF n'est même pas un accord de siège en Égypte? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème à la tête, au sommet? Voilà, j'apprécie cette question. Je voudrais être le plus clair possible dans ma réponse. Pourquoi nous n'avons pas d'accord de siège? La CAF l'a demandé depuis autant d'années. Oui, mais comment l'Égypte peut ne pas donner Vous permettez. Le problème était du côté du gouvernement égyptien. Je pense que je ne voudrais pas évoquer le nom du président, l'ancien président Issa Yatou, qui s'est aussi beaucoup battu pour l'accord de siège. Je me souviens qu'à un certain moment, nous commencions même à réfléchir sur l'hypothèse de quitter l'Égypte. Parce que les accords de siège posaient des problèmes. Il est parti, Ahmad est arrivé, on a durci un peu le temps aussi vis-à-vis des Égyptiens. C'est d'ailleurs, il n'y a pas un mois et demi, il n'y a pas un mois, qu'on nous a dit qu'on était prêt maintenant à signer tous les accords de siège, ainsi de suite. Il faut préciser que les accords de siège permettent que vous soyez... Qu'il y ait un statut, Et même, la CAF n'a pas de statut pour l'instant. Et même en Égypte, ça a posé des problèmes. La protection même de la CAF vis-à-vis de la justice égyptienne, tout ça là, ça nous a posé de nombreux problèmes. Un membre de la CAF peut être traduit devant la justice. Mais maintenant, nous sommes en train de finaliser. Nous avons appris
la bonne foi maintenant l'ouverture du gouvernement égyptien pour pouvoir nous signer cet accord de siège. Ça, c'est un premier élément, qui est un accord important. Deuxièmement, quand on parle de Infantino et de la CAF, ce n'est pas la FIFA qui est venue s'ingérer sur la gestion de la CAF. Qu'on se le dise une fois pour toutes. C'est la CAF qui a demandé l'assistance, le consulting de la FIFA pour permettre d'amener un certain nombre de réformes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous ne pouvez pas réformer, vous avez besoin de non, de la vous permettez, je vous explique. Moi qui vous parle ici, j'ai fait partie de la commission de réforme de la FIFA, qui a été créée à l'époque, après tous les scandales qu'il y a eu. L'Afrique était représentée par moi et par mon collègue Ania Bourida de l'Égypte. Nous avions conduit toutes les réformes, la conception de toutes ces réformes. Il s'est fait que, quand Ahmad arrive, il se rend compte qu'il est devant une situation, il y a quelques pesanteurs. Mais nous examinons en disant que la FIFA vient de réussir ses réformes sur un certain nombre de points. Pourquoi ne pas solliciter, parce que c'est l'organe fétiche du football mondial, c'est permis par nos statuts. Si vous avez besoin de la FIFA, vous demandez, la FIFA vous assiste. C'est comme ça que le comité exécutif, la CAF, a demandé cette assistance de la FIFA. L'a fait venir en consulting. Et encore que nous apprécions tout simplement pourquoi. Parce que la CAF ne paye pas toutes ces missions-là. Ces missions sont payées par la FIFA. C'est pour nous accompagner dans ce que oui, mais dans le même temps, vous savez que pour coloniser, le colonisateur arrivait avec son argent. Donc là, on se pose la question très clairement. Est-ce que vous êtes incapable de faire cette réforme sans la FIFA? Nous avions déjà commencé la réforme. Nous l'avions commencé. Mais il se fait que... Mais je vous pose une seule question. Oui. Même si ce n'est pas moi qui réponds. Non, l'Afrique. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, sillonnent depuis combien d'années l'Afrique? Non, vous permettez. Ça fait combien d'années que ces deux institutions sillonnent en Afrique? C'est parce que les Africains sont incapables de le faire? Non. On a besoin d'une assistance. Pourquoi se gêner quand on estime que... Les pays n'ont pas besoin de ça. Hein. Je dis, le Ghana a dit, on ne veut pas le FMI et tout le reste. C'est justement des pays qui veulent toujours être sous la perfusion financière et sous la rotule et sous la férule, voulais-je dire, de ce qu'on peut dire, l'incapacité à pouvoir se tenir debout, à avoir toujours des béquilles. Quand vous dites que vous avez besoin de l'assistance de la FIFA vous envoie une Africaine. Oui. C'est une Africaine qu'elle vous renvoie. Elle ne vous envoie même pas quelqu'un d'autre. Vous ne pourriez donc pas, dans votre expertise, au regard des compétences intellectuelles de tous les Africains, et vous-même qui êtes au niveau de la CAF, avoir une telle compétence, soit dit en passant, cette dame qui est arrivée n'était pas aussi performante dans le football. C'est arrive à peu près comme un grain de sable dans la machine. Je répondrai après. Je veux vous répondre, mais je ne voulais pas prendre la parole. Mais c'est vrai que ça, vu de l'extérieur, excusez-moi, mais ça, on a l'impression que c'est une sorte de normalisation. Et je pense que d'un point de vue... Enfin, je trouve que c'est très humiliant pour la CAF. Je trouve ça très humiliant. Je ne comprends pas que vous ne le ressentiez pas comme ça. C'est très humiliant vis-à-vis. Ça donne une image humiliante. La CAF serait humiliée si c'est la FIFA qui lui avait imposé cette formule. Certes. La normalisation, elle est imposée par la FIFA. Mais ce n'est pas la normalisation. Ça, c'est un peu de la com. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Non, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec la com. La CAF a écrit officiellement à la FIFA pour demander qu'on nous détache quelques experts pour pouvoir nous aider, nous accompagner dans ce que nous amenons comme réforme. On ne peut pas se gêner. Pourquoi se gêner? Et c'est quoi le calendrier? Dis-moi, s'il vous plaît. La CAF a évolué. La CAF a évolué pendant un certain nombre d'années sur un modèle de gouvernance. N'est-ce pas? Quand nous estimons qu'il faut passer à un nouveau mode de gouvernance, nous demandons qu'on nous assiste. Je ne peux pas pourquoi nous juger. Dans ma famille, moi je vais demander justement aussi que vous veniez m'assister pour éduquer mes enfants et mon épouse. Prochainement, je vais vous recruter. Monsieur Koumoutan Omari, bravo. On va donner la parole à Tarek qui regarde ça en se disant... Non, je pense que le procès, c'est un faux procès. Je pense que c'est une façon d'exprimer les choses ou bien de ressentir, comme a dit M. Doucet, les choses. C'est peut-être un problème de ressenti. Moi, je vais vous donner un contre-exemple très clair. Nous, au niveau de la Fédération royale marocaine de football, nous avons fait toutes ces réformes. Nous avons commencé par mettre
changer nos statuts et mettre une commission de gouvernance, par exemple. Nous avons fait un certain nombre nous essayons de créer des ligues. On vient de créer la ligue féminine de football, justement pour essayer de donner un peu plus de part. Mais en interne, vous avez fait tout ça, non? C'est en interne, vous n'avez pas fait appel à quelqu'un? C'est pour vous montrer qu'en Afrique, on peut très bien... de façon autonome, prendre les dispositions qu'ils font, et donc d'autres pays peuvent le faire aussi. Et nous, tous les efforts que nous avons faits depuis 4-5 ans, justement, je reviens encore sur ces points, sur l'infrastructure, sur l'encadrement, sur les systèmes de gouvernance, c'est des choses qui sont faisable en Afrique sans assistance. Donc le procès est faux. Donc peut-être que c'est mal exprimé. Maintenant... ça me semble aussi, on est d'accord là-dessus. Donc c'est le cas concret que la CAF et l'Afrique peut le faire sans assistance. Donc on n'a pas besoin de la FIFA. Je crois... Non, c'est juste mal formulé. Non, ce n'est pas pour une formulation. Nous avons démarré nos réformes. Je vous ai dit ici, moi qui vous parle, j'ai participé dans la commission des réformes de la FIFA. Oui, nous avons participé. Justement. Mais Constant, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Non, s'il vous plaît. Constant, j'ai du mal à comprendre que vous, Constant, s'il vous plaît. J'ai du mal à comprendre, Constant, vous que je connais, que vous acceptiez que la FIFA vous mette sous tutelle. J'ai du mal à comprendre ça. Alain, oui. je reviens. Il n'y a aucune tutelle de la FIFA sur la CAF. Il n'y a pas de tutelle. Quelqu'un qui dit je vais créer une ligue. Ce n'est pas ça. Écoutez, il y a une ligue africaine. C'est quoi alors? Ce n'est pas créé. Il nous a dit ceci, qu'il faut moderniser pour la rendre beaucoup plus commerciable et beaucoup plus efficace. Ce n'est pas je vais créer, il va créer en fonction de plus, ça existe. Pour récolter 1 milliard afin que l'on puisse doter chaque pays africain d'un vrai stade de football aux normes FIFA internationales. Nous sommes dans la conception, nous étions dans la conception, on a dit dans les hypothèses de travail. On va prendre les meilleurs arbitres africains, on va les salarier, on va dépolitiser, on va professionnaliser l'arbitrage en Afrique. Je veux porter le football africain au sommet du monde. C'est le patron de la FIFA qui dit « je veux porter ». Vous, ça ne vous choque pas? Ça doit me choquer en quoi exactement? Tout simplement. Dans ce cas, je ne sais pas parce que, de prime abord, nous avons de mauvaises perceptions de départ. Pourquoi vous ne vous adressez pas au Maroc qui a engagé, par exemple... Vous permettez. Quand vous analysez l'Afrique, ne vous basez pas uniquement sur un seul pays. Le Maroc n'est pas toute l'Afrique. C'est un pays qui a commencé ses réformes, que nous encourageons, que nous avons vues. Ce n'est pas toute l'Afrique. Et les réalités, vous le savez bien. Non, je dis, pourquoi ne pas s'appuyer sur ce modèle, par exemple? On a commencé ce travail-là. Nous avons travaillé, aussitôt que nous avons procédé à la mise en reprise, on a commencé des réformes. On a mis, je crois que si vous vous souvenez très bien, on a fait même venir des gens du Maroc, des experts en finance. On a commencé ce travail-là. Mais il se fait qu'il y a beaucoup de pesanteurs en Afrique. Et quand on parle en Afrique, ce n'est pas que vous parlez d'un tout où vous avez les mêmes réalités. Ce n'est pas que vous avez les mêmes réalités. Vous comprenez? Vous avez parlé, s'il vous plaît, vous avez parlé ici du comportement du gouvernement égyptien par rapport à l'accord des sièges. Vous comprenez? Donc ce ne sont pas les mêmes réalités. On a attaqué tous les points dans les débuts des réformes que nous avons commencées. Mais on s'est dit qu'à un certain moment, il y avait des réformes qui avaient... Pourquoi recréer la roue quand il y a certains pans de réformes qui ont réussi ailleurs? Pourquoi pas recréer la roue? On s'est dit, écoutez, amenez-nous les réformes que nous avons faites à ce niveau-là, au niveau de la FIFA, qui ont réussi, qui ont fait leurs preuves, pour qu'on essaie de voir comment les intégrer et les accommoder à la réalité africaine. C'est ce que nous sommes en train de faire. Juste une très courte question. La mission de Fatma Samoura, je ne sais plus quelle durée elle avait, mais je pense qu'elle se termine bientôt, je crois en février, il me semble. Est-ce qu'elle va être prolongée? Ou est-ce qu'on va arriver à la fin de la conclusion de ces travaux-là? Pas nécessairement. Nous avons demandé un rapport intérimaire qui sera examiné par le comité exécutif qui se tiendra au mois de février. D'accord. Début février. Donc en février, on saura si, au mois de février, si les statuts sont prêts ou pas. Ouais. Si tous les réformes sont prêtes ou pas. D'accord. Non, je me rends compte que là, il fait appel quand même au comité exécutif. Et c'est là où je ne comprends pas aussi le fonctionnement de la CAF. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas qui est au-dessus du comité exécutif, comme on parle par exemple de la coordinatrice de la FIFA aujourd'hui qui est à ce siège. Tout aussi, je vais faire un flashback pour dire que hier à Yaoundé, j'ai vu le président de la CAF annoncer par exemple l'organisation de la CAN au Cameroun
Et je me suis posé la question que, mais attendez, les statuts et règlements de la CAF disent dans l'article 23 que, bien évidemment, c'est le comité exécutif qui décide en dernier ressort. Et bien évidemment, il y a aussi l'article 39. Donc, au regard de ça, je me suis dit, finalement, est-ce qu'il existe toujours un comité exécutif ou alors il existe juste la femme qui a été envoyée par la CAF et puis Ahmad, je ne comprends plus rien. Donc aujourd'hui, il faut qu'il m'explique qui au-dessus, là, il est là pour vous expliquer. On va aller vite. Voilà, je vais vous expliquer très rapidement. Fatma ne marche pas dans l'organigramme de gestion de la CAF. Elle ne marche pas dans cet organigramme-là. Elle est à côté dans le cadre de l'assistance technique que nous avons avec la FIFA. Dans le cadre d'un accord. Elle ne marche pas. La CAF est dirigée par Ahmad. Vous avez l'Assemblée générale, le comité exécutif, et viennent après l'administration. C'est cela qui dirige la CAF. Ce n'est pas Fatma. Elle n'est pas au-dessus de la CAF. Fatma n'est pas au-dessus de la CAF, n'est pas au-dessus des membres du comité exécutif de la CAF. Elle est venue en assistance. Elle travaille avec une équipe. Qui lui donne des instructions? À qui elle rend compte? Elle rend compte aux deux. Et au président de la FIFA et au président de la CAF. Alors, on reste un peu plus longtemps sur la CAF parce que c'est l'organe quand même qui organise. Est-ce que le problème aujourd'hui, pour qu'on commence à modifier, à faire la réforme du football africain, ne passe pas d'abord par cette institution qu'est la CAF? Philippe Doucet. Oui, alors il y a ce qu'on évoque en ce moment, c'est-à-dire l'aspect un peu politique, statutaire, etc. Donc là, visiblement, Omar Constant vient de nous expliquer que les réformes vont arriver à terme, enfin très bientôt. Donc ça, c'est une première chose. Moi, j'ai envie de dire que je pense que là où la CAF a une insuffisance réelle, et là, c'est pas statutaire, hein, là, c'est la qualité des hommes qui fait la différence, c'est sur la partie sportive, tout simplement. C'est-à-dire je pense que la CAF devrait être beaucoup plus active pour la réforme de ces compétitions, d'avoir une réflexion très forte. Je trouve que les allers-retours qu'il y a eu sur les dates sont assez symboliques. On va se mais il y a des allers-retours aussi. Oui, mais pour le Qatar, par exemple, il y a eu des allers-retours. Oui, c'est arrivé une fois. Ok. Mais enfin, là, entre le CHAN, entre le mois de novembre et le mois de janvier, on vient de décider des dates du CHAN et de la CAN, mais pas pour 2024-2025. Hein. On vient d'en parler pour en avril 2020 et en janvier 2021, c'est aberrant, quoi. C'est très étonnant. Alors il y a cette gestion-là, donc ça pose la question de quelles épreuves. Le CHAN est une très bonne réflexion à avoir. C'est une épreuve originale que l'Afrique a créée, qui, à mon avis, a son utilité, mais bon, c'est pas l'objet du débat, mais il y a plein de réflexions à avoir dessus. Il y a des réflexions sur... Il y a eu les U23, il y a les U20, il y a eu les U17. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de championnats locaux dans beaucoup de pays. Il y en a au Maroc, là, le etc. temps est Mais il n'y en a finalement pas court. C'est un énorme chantier. C'est un chantier énorme. Le féminin, où la CAF a eu une action plutôt bonne jusqu'ici, mais la suite, on se demande, on ne sait pas très bien quelle est la politique dans tous ces domaines-là qui sont fondamentaux, parce que c'est la politique sportive, et la politique sportive, j'ai l'impression que parfois, malheureusement, et je le dis devant Omar Constant, j'ai l'impression que c'est pas la priorité de la CAF, et qu'on se perd dans des débats de personnes et autres qui sont beaucoup moins intéressants, me semble-t-il, que la politique sportive, qui ne me paraît pas claire. En une minute, parce qu'on arrive. Vraiment rapidement. Rapidement. Je voudrais d'abord rassurer Philippe que si nous faisons des réformes, c'est parce qu'il y a eu des constats. Auquel cas, on ne se serait pas lancé dans des réformes. On se lance dans des réformes pour toujours structurer. Ça, c'est un. De deux, le seul cas de changement de date, c'est que nous avions décidé que toutes les CAN aient lieu maintenant au mois de mai et juin. Et le seul cas de figure qu'on a obtenu après cela, c'est le cas du Cameroun, à cause des conditions, bien sûr, climatographiques liées au propre au Cameroun. Ce n'est pas des allers-retours, donc il n'y a pas de politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le CHAN, c'est la même situation. Le CHAN devait être organisé au mois de mai-juin. Malheureusement, je n'ai pas... Vous retombez sous la même pluviométrie, puisque c'est le même pays qui organise. Non, mais c'est le même pays, c'est pas deux pays différents. En janvier, le CHAN, il est où vous voulez. Le seul truc, c'est de le savoir à l'avance, c'est tout. C'est le même pays. Parce que quand on organise un championnat local, excusez-moi, moi, de temps en temps, je fais des calendriers, j'aide des fédérations et je fais des calendriers autres parce que pour moi, c'est un élément fondamental. Pas pour la CAF, je sais, mais pour moi, c'est fondamental. Je suis désolé, quand on ne sait pas la date du CHAN,
Comment voulez-vous faire un calendrier d'un championnat local en ne sachant pas quand que tout d'un coup vos meilleurs joueurs vont partir jouer le CHAN? On est dans l'absurde total. Et on le décide en novembre. On le décide en sur le plan novembre. du marketing, du sponsoring. Oui, en plus. C'est-à-dire que les chaînes de télé aujourd'hui. Non, mais même simplement dans la chaîne. Non, mais tu as raison, bien sûr, mais dans la chaîne de l'organisation où il y a la base quand même en Afrique, c'est un championnat local. Avec des équipes, les jeunes, etc. En tout cas, c'est un championnat local et des compétitions locales que sont pas et qui en exergue justement il y a ce CHAN qui est vraiment l'exergue des championnats locaux. Et ben on apprend en novembre qu'il n'aura pas lieu ni en janvier ni en juin mais en avril. Comment voulez-vous faire un calendrier? C'est impossible. On ne peut pas faire un calendrier. Le Maroc s'en fiche, sont éliminés, mais pour les autres c'est un bordel. Il y a une erreur que vous commettez. C'est que il y a une erreur que vous commettez. Le CHAN était bien fixé pour le mois de mai-juin. Il se fait que malheureusement ou heureusement, c'est le même pays qui organise le CHAN et qui organise la CAN. Ouais, enfin, et le Cameroun, vous permettez, s'il vous plaît. Les autres fois, il était en janvier. Il était en janvier avant. Vous permettez. Malheureusement, je ne peux pas rallonger. C'est le Cameroun qui a demandé qu'on puisse revoir cette date. Ah, mais le Cameroun ne vient pas de découvrir la pluviométrie aujourd'hui. Je suis malheureusement obligé d'interrompre parce que le temps est très court. C'est un énorme chantier que celui de la réforme du football africain. Je vous promets, si vous êtes d'accord, que l'on remette ça dans une autre émission parce que le temps est court et que je ne peux pas le rallonger sur RFI. C'est 40 minutes et pas 40 minutes et 5 secondes. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre. On reviendra sur la question puisqu'il passionne et il passionne également les auditeurs. Merci Constant Omari d'être venu. Merci Tarek d'être venu jusque-là. Merci à vous également. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.